Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue à Jurassic World Renaissance ou Rebirth, le septième tout de même long métrage de la saga Jurassic Park. Depuis 1993, quand même, ça va faire un bon petit bout de chemin qu'a traversé la saga. Je pense qu'elle est passée par beaucoup de stades et je pense qu'elle a démontré surtout que tenter des revivals de la série, ça n'a jamais été très prolifique, ou en tout cas très bon. L'histoire de Jurassic World Renaissance, donc il y a 17 ans, dans un laboratoire de InGen qui était un peu paumé sur une petite île, il y a eu une catastrophe dans le sens où toutes les créatures qui étaient dans ce laboratoire se sont échappées. 17 ans plus tard, donc de nos jours, nous retrouvons le chef d'un laboratoire pharmaceutique qui décide d'engager Zora, qui est une mercenaire mais qui se revendique un peu plus comme exfiltratrice. Oui, mercenaire donc, qui va se retrouver à devoir réunir une équipe pour aller justement dans les environs de cette île pour essayer de retrouver des échantillons sanguins de dinosaures pour pouvoir peut-être aider à ce fameux laboratoire à trouver un remède contre les cancers. Voilà, je ne vois pas trop comment mieux vous résumer le film, sachant que c'est ça la base. Et disons que dans son chemin, elle va embarquer des collègues mercenaires, un paléontologue et d'autres personnes, et peut-être même une famille, sait-on jamais. Pour en parler avec moi, comment vas-tu mon cher Maël ? Mais ça va très bien et toi ? Bah écoute, encore une fois, je pensais pas reparler à nouveau de la saga Jurassic Park sur cette chaîne, parce que dans ma tête, bon, c'était un peu fini après le catastrophique épisode qu'était Jurassic World Dominion, qui, voilà, on va pas se mentir, était vraiment très mauvais, avait enchaîné toutes les pires idées possibles et imaginables, et selon moi, avait un peu enterré la saga. C'est-à-dire que ça me semblait inconcevable que demain on se dise, bon bah vas-y, on relance la série. Et ben vous savez quoi ? À peine quelques mois après la sortie de Jurassic World Dominion, ils ont dit « Ah non, mais on a encore une idée. Non, non, mais cette fois, on vous jure, ça va être vraiment bien. On va refaire la même chose, mais on va re-rebooter le truc. » Donc, l'annonce du projet a été faite. Rapidement, un logo est arrivé, Jurassic World Renaissance. Et rapidement, un casting a commencé à voir le jour. Et alors, je pense qu'on a tous été un peu sur le cul en voyant Scarlett Johansson en tête d'affiche d'un Jurassic World. Parce que personnellement, j'ai cru à une blague. Je ne crois pas que ça a été annoncé un 1er avril, mais j'ai vraiment cru à la grosse vanne. J'ai vu Mahershala Ali, j'ai fait OK. Bon, il ne veut pas faire Blade, mais visiblement, il veut faire un Jurassic World, donc pourquoi pas. Et de fil en aiguille, bah, le projet a fait son petit bout de chemin. Les premières bandes annonces sont sorties, les gens étaient intrigués, d'autres se disaient pourquoi faire. Les deux, je peux les comprendre. Mais donc voilà. Et nous nous retrouvons donc avec ce film, Jurassic World Renaissance, qui semble être un vrai hommage de la part de Gareth Edwards au premier Jurassic Park. Et c'est là que je me tourne vers toi, Maël, et que je te demande ce que tu as pensé de cette renaissance. Est-ce que c'est une renaissance déjà ? Est-ce que c'est une renaissance ? Peut-être. Enfin, on va dire oui, parce qu'il y a quand même pas mal de refs à Jurassic Park. Est-ce que c'est une bonne renaissance ? Ça, toi, tu vas sans doute être pas du tout de mon avis, mais moi, je trouve pas. Enfin, je trouve que la saga Jurassic Park était bien là où elle était. Fallait pas casser l'ambre pour essayer de la faire renaître, tu vois. Donc bon, après, c'est un bon film, ça va. Enfin, ça va. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que là, depuis toutes les critiques que je fais avec toi, je suis toujours le gars qui n'aime pas le film qu'il regarde. Oh, pas forcément, non. Attends, j'essaie de réfléchir. Ouais, bon, Thunderbolts, Thunderbolts, oui. Oh, L'amour au présent, on avait été Oui, non, mais plutôt, c'était, oui, non, mais ça va, c'était sympa. Mais là, en tout cas, changement de DA, il y a pas Florence Pugh, mais Scarlett Johansson. Et puis, bon, c'était ok. Enfin, je sais pas. J'ai pas non plus surkiffé, mais bon, oui, toi. Ben, moi, j'ai bien aimé. En fait, je m'attendais vraiment pas à bien aimer le film, hein, honnêtement, comme vous avez pu le sentir dans mon intro. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu parler du projet, j'étais en mode c'est bon, Jurassic Park, c'est là. Jurassic World, c'est là. C'est fini. Et bah, au final, j'ai vraiment passé un bon moment devant Jurassic World Renaissance. Alors, pour autant, il est beaucoup trop long pour ce qu'il est. Je préfère le placer tout de suite. 2h14, c'est ultra long pour ce qu'il a à raconter. Et certes, c'est plutôt bien rythmé parce qu'on sent qu'il y a un savoir-faire et une manière de concevoir le récit un peu à l'ancienne qui fait que du coup, on se laisse bien embarquer et que même si ça a des longueurs, ça reste cool. Mais c'est super long parce que le souci, et on va l'évoquer ensuite dans l'écriture, c'est que ça fait vraiment... on adore Jurassic Park. Et vraiment, ça fait ça. Ça fait vraiment le film nous gueule et nous prend par le callback et nous dit
T'as compris, on adore Jurassic Park. On adore Jurassic Park, c'est vachement bien. On a grandi avec Jurassic Park, tout le monde là. Oui, c'est bien. Faut peut-être le mettre de manière plus subtile par moment, hein, c'est peut-être le seul truc. Mais de manière globale, c'est un divertissement qui, je trouve, a plutôt une vraie efficacité, se laisse prendre tel qu'il est, ne cherche pas à être plus finalement que simplement du fun. Il n'y a pas de réflexion, ou alors si peu, sur le monde pharmaceutique, parce que je pense qu'à mon avis, il devait y avoir un petit message sur, encore une fois, les labos pharmaceutiques, qu'est-ce qu'on fait finalement d'un héritage comme celui des dinosaures qui nous ont précédés et qui continueront peut-être de régner un petit peu sur la Terre malgré eux, avec tout l'héritage qu'ils nous ont donné d'un point de vue génétique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réflexion comme ça? En tout cas, elle n'est pas très bien amenée. Non. Mais il y a de l'idée, mais voilà. C'est typiquement le genre de film où on ressort en se disant c'est un bon divertissement, je passe un bon moment sur l'instant, mais comme tu l'as si bien dit, est-ce qu'on s'en souviendra dans 10 ans? Je suis pas sûr, mais en fait, comme tu l'as bien dit, en fait, moi je trouve qu'en termes de thématique, en termes de tout ce que la saga Jurassic Park a abordé pendant toutes ces années, mais en fait, Renaissance se place à la fin et donc en fait ne raconte pas forcément grand-chose de nouveau et essaye de piocher quelques thématiques qui étaient abordées, genre enfin, je sais pas, la modification d'ADN, les mutations, l'environnement, etc. Enfin, du coup, ça reprend ces grosses problématiques-là de Jurassic Park. Mais en fait, ça s'arrête là et ça essaye pas d'aller plus loin. Et puis, c'est tout. Enfin, vraiment, il se place comme ça. Et en fait, pour le coup, enfin, en tout cas, moi, comment je suis ressorti du film, j'étais ok, je me suis pas endormi, je me suis pas ennuyé, etc. Mais en termes de, est-ce que je vais retenir ce film après? Bah, pas trop. Enfin, je me suis dit, bah, il sert pas à grand chose en fait. Il apporte rien de nouveau dans la saga Jurassic Park. Et c'est un peu dommage. Ah bah là-dessus, je vais complètement te soutenir par contre. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc, à la base, il y a les personnages développés par Michael Crichton, et nous avons donc un scénario qui est écrit par tout de même David Koepp. Comme ça va peut-être rien vous dire, mais c'était le monsieur qui avait écrit le premier et le deuxième Jurassic Park. Donc à partir de là, on reprend quand même un gars qui, normalement, connaît bien la saga. Je mets des guillemets quand même. En termes de structure dramatique, on va faire des additions. Vous prenez Jurassic Park, vous prenez Le Monde Perdu. Renaissance. Pineapple Pen. Mesdames et messieurs, Renaissance. Alors, c'est le plus gros problème que je vais avoir avec ce film. C'est en termes d'écriture, David Koepp ne s'est vraiment pas foulé les nénettes, et à mon avis, je pense que Frank Marshall, le producteur mythique de la saga, est venu le voir et lui a fait « Tu peux faire un truc où on prend pas trop de risques, où on sait que les fans ils vont aimer, et où on leur fait des clins d'œil ?» Et David Koepp a dû dire bah, « On peut faire le 1 et le 2 mixés. » Et voilà. Non mais littéralement, c'est le plus grand problème qu'a ce script, c'est que c'est vraiment le 1 et le 2 mixés. C'est-à-dire qu'en termes de dramaturgie, en termes de structure, de développement des personnages, d'acheminement de certaines thématiques, je vous enlève juste un truc, il n'y a juste pas un T-Rex qui arrive sur le territoire américain à la fin du film. C'est le seul truc, parce que sinon, c'est vraiment quasi à l'identique le script du Monde Perdu et de Jurassic Park, l'un avec l'autre. Voilà. Mais non, mais complètement, genre vraiment, ça n'a... Enfin, il y a plein de choses où je me suis dit, mais en fait, tu t'es pas foulé quoi. Genre, ils vont chercher, il y a 3 dinosaures qui vont essayer de capturer, les 3 plus emblématiques de Jurassic Park. Les personnages, c'est quasiment un copier-coller de tous les personnages de Jurassic Park que tu peux retrouver. Ah bah Loomis, c'est littéralement un mix de Jeff Goldblum et d'Alan Grant. Oui. C'est hallucinant de voir à quel point ils ont voulu mettre le physique de Jeff Goldblum sur un peu du corps et de la personnalité d'Alan Grant. Il y a des moments où je suis en train de me dire ah mais ils ont eu un gosse en fait. Mais Vraiment. non, mais c'est ça. Je me dis, putain, mais attends. Mais enfin, vraiment, et puis il y a plein de trucs qui vont pas sens et où t'as l'impression que bah, ils se sont dit, bah tiens, c'est quand même vachement une bonne idée. Genre, la famille, sans trop spoiler, mais la famille, tu sais pas ce qu'elle fout là. Et en fait, c'est sans doute juste, en fait, c'est juste un prétexte pour te ramener d'autres créatures ou d'autres choses qui font que, qui font qu'en fait, tu te demandes, mais ok, alors ils ont servi juste à ça, mais en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gars a appris? Enfin bref, tu sais pas. En fait, je pense aussi que David Koepp s'est certainement dit en termes d'écriture qu'il fallait aller à quelque chose de plus essentiel, de moins barré ou en tout cas de moins profond peut-être aussi en termes d'écriture, ce qui est un défaut en soi. Mais qui peut servir cette idée de divertissement qui semble jalonner tout le film. C'est-à-dire que, honnêtement, par moment, je trouve que Jurassic World Renaissance
est un meilleur Jurassic Park que Jurassic Park 3. Ce qui n'est pas forcément positif, parce que Jurassic Park 3 n'est pas bon. Non, clairement. N'est pas très mauvais non plus, mais n'est pas bon. Mais Jurassic Park 3 avait ce côté roller coaster d'action survitaminé, où c'est juste, on croise un dino, on avance, on croise un dino, on avance, on croise un dino, on avance. Et je trouve qu'ici, dans la cohérence de son propre récit, David Koepp ne réussit pas à être à la hauteur des deux aînés qu'il convoque, mais il réussit presque à être meilleur que celui qu'il semble vouloir éviter le plus possible. Donc c'est un vrai paradoxe, mais finalement, on se retrouve devant un espèce de rush quasi non-stop de succession de dinosaures accompagnés de personnages qui parfois sont intéressants, parfois ne le sont pas. Mention spéciale au moment où il faut amener du contexte au personnage. Je pense à ce moment où il y a Zora qui parle à Duncan et qui balance des... Alors je crois que c'est une des rares fois où je me suis dit, la vache, je sors du film. Mais alors complètement. Il y a Duncan et Zora qui sont en train de se balancer plein de trucs pour essayer d'amener du contexte par rapport à leur situation personnelle et à leur état psychologique. Pardon David Koepp, c'est ridicule. Et je suis le premier à vouloir défendre ce film, hein, mais alors là, c'est ridicule. Et c'est vraiment, mais je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que même, enfin pareil, moi je me suis dit, ah ouais, non mais c'est si plan-plan, et tu te dis, mais ça sert à pas, pourquoi tu lui racontes ça comme ça maintenant? T'es genre, mais attends, ça n'a aucun sens. Et puis, je trouve que, bon, je pense qu'on en parlera après au niveau des jeux d'acteurs, mais il y a aussi ce truc-là qui fait que, moi ça m'a aussi sorti du film, j'ai dit, mais en fait elle parle juste, elle acte pas, et donc du coup j'étais, alors attends, mais il y a plein de situations comme ça, où en fait, on en reparlera je pense dans la partie spoil, mais en tout cas, moi l'introduction m'a complètement sorti du film où je me suis dit mais c'est pas du tout logique en fait mais enfin il y a plein de parties où je me dis mais en fait c'était très cool, enfin c'est sympa comme idée, etc., mais en fait à quoi ça sert pas du tout ton récit, ça sert pas ton histoire, ça sert pas vraiment ce que tu veux raconter après, et ok c'est ultra efficace, genre franchement les dinosaures en fait honnêtement ça m'a pas vraiment dérangé tant que ça le fait que les dinosaures succèdent. Mais c'est pas. Enfin, genre, je me suis juste dit, bon, bah, ok, j'ai vu un ptérodactyle, j'ai vu un titanosaure, un T-Rex, puis c'est tout, quoi. Enfin, genre, vraiment, ils ont fait le cahier des charges, c'est rempli. Allez hop, au suivant. En fait, c'est le grand problème, c'est que là, tu as soulevé un point qui, pour moi, est synthétique de la globalité du film, c'est que les personnages, en fait, qui se voudraient assez impactants, de manière générale, en fait, sont très maladroitement amenés et construits. Et au-delà d'être maladroitement amenés et construits, en fait, et c'est là qu'on peut vraiment reprocher un gros point à l'écriture de David Koepp, c'est que on sent qu'il veut qu'on apprécie ces personnages, qu'il veut même qu'on les aime pour certains. Et je pense que le seul avec qui ça marche vraiment, c'est Loomis. Parce que Loomis, en fait, il a rien. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'attache, la seule chose qu'il aime, c'est les dinosaures. Donc en fait, c'est le seul avec qui on a une vraie accroche, parce que c'est le seul qu'on comprend réellement. Parce que tous les autres, vous prenez Zora, vous prenez Duncan, soit leur contexte est amené à la truelle de façon ridicule, soit c'est des moments où on se dit, on sent qu'il pourrait se passer quelque chose, et en fait, il n'y a rien. Je pense à un truc, c'est pas du spoil, hein, parce que vous en doutez au vu des affiches et au vu de la campagne promotionnelle assez chelou que nous offre Scarlett Johansson tout de même. Il n'y a pas d'alchimie entre Loomis et Zora. Alors qu'on voudrait nous faire croire qu'il y en a une, mais il n'y a rien. Et c'est jamais exploité de façon cohérente ou un truc comme ça. Et c'est comme ça tout du long du film. Le seul truc qui est un peu rigolo comme gimmick, c'est le relationnel qu'a cette famille avec genre ce père et ce beau-fils, entre guillemets. C'est amusant, et en tout cas, ça a une certaine idée, ça veut véhiculer une certaine idéologie autour justement de la responsabilité que je trouve plutôt intelligent. Mais c'est le seul truc, parce que sinon, derrière, j'étais constamment en train de me dire, la vache, c'est des poteaux, quoi. Mais complètement. Ce qui est dommage, parce que franchement, moi, j'avais envie d'aimer Zora, Duncan. Duncan, je le trouve très charismatique sur le papier comme personnage. Mais c'est juste sur le papier. Mais complètement. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on se retrouve devant une espèce de dramaturgie où tu passes ton temps à te dire j'ai envie de t'apprécier le film parce que je sens que tu as envie de m'embarquer dans un roller coaster d'aventure qui est cool et qui a une idée de divertissement que je trouve fun. Mais pourquoi derrière, tu ne mets rien en sorte pour que l'émotion, elle ressorte et elle investisse réellement l'écran? Ouais, c'est complètement plat, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et après, bon, on peut vaguement parler un petit peu de la partie spoiler parce qu'il y a quand même un point que je veux évoquer. Donc le petit timecode apparaît juste là. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que le film est bourré d'incohérences. Genre, il n'y a aucune gestion de la temporalité. Le film est supposé se passer sur 48 heures. À aucun moment, j'ai l'impression que c'est sur 48 heures. J'ai l'impression que ça se passe sur à peine quelques heures. Je trouve qu'il y a des moments où les personnages se retrouvent propulsés à des endroits
T'as aucune logique. Et alors le must, étant Duncan à la fin. Comment il a réussi à survivre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence, ça n'est même pas amené de manière subtile, je ne comprends pas. Et c'est juste en gros, je pense, parce que c'est Mahershala Ali et qu'ils se sont dit, bon, faut pas qu'on fasse crever Mahershala Ali. Mais c'est débile! C'est débile! Mais non, mais c'est du niveau Jurassic Park 3 là par contre, hein, vraiment, où, genre on fait crever des personnages et en fait, oh non, pas vraiment, ils sont pas tout à fait morts. Voilà. Le problème de ce film, c'est l'écriture de David Coeb qui à aucun moment ne se dit au-delà de l'hommage, et si j'étais cohérent dans mon écriture? Non, il passe son temps à enquiller les idées. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi du coup, mais... Bah moi c'est complètement pareil, comme je disais tout à l'heure, avec la phase d'introduction où genre une base extrêmement secrète, ultra sophistiquée, confidentielle, etc. tombe en panne juste avec un papier de sneakers qui va dans la ventilation d'une porte. Non, à cause d'un merdeux de scientifique Oui. qui s'est dit juste avant de rentrer dans une pièce confinée, je vais m'enfiler un sneakers et vu que visiblement j'ai pas lu la procédure que je dois connaître depuis de nombreuses années puisque le mec a l'air quand même de bosser là depuis quand même un bon petit moment, je vais jeter le papier par terre. Mais oui. Donc sans doute une critique de notre monde capitaliste, etc. Mais je sais pas. Mais en plus, pour moi, ce papier de sneakers et en tout cas tous les petits objets de marque. Bah pour moi, c'est des personnages à part entière du film. Genre vraiment, tu vois ce petit papier de sneakers bouger, genre vraiment, il a plus de temps de film que le mec qui l'a mangé. Oui, c'est vrai en plus, maintenant que tu le dis, c'est vrai, tout à fait. Genre, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il a été payé très cher. Ah mais sneakers. j'espère aussi. Mais pour moi, il y a plein de trucs comme ça dans le film. Il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens. Et tu te dis, mais en fait, comment je suis censé gober ça? Enfin genre, vraiment, comment tu te dis, bah attends, mais le film, t'es cohérent un peu quand même. En fait, c'est le souci, je pense, de David Coep en tant que scénariste des années 90, et là je vais vraiment le prendre en tant que scénariste des années 90, c'est que quand il n'est pas cadré par un metteur en scène qui sait exactement dans quelle posture ou position le diriger, ou en tout cas qui maîtrise pas un petit peu le travail de son auteur, on lui laisse un petit peu les mains libres, et en fait le souci c'est qu'à partir de ce moment-là, David Coep, il peut concevoir les meilleurs scripts du monde, mais également parmi ceux où il y a le plus d'incohérences. Et heureusement que tu as un Spielberg sur les premiers Jurassic Park qui arrive à le cadrer là-dessus, parce que je pense que si c'était pas un Spielberg, il serait parti en couille et il t'aurait fait des trucs. Déjà qu'il y a des moments où on est un peu sur la corde raide dans Jurassic Park, où on peut se poser la question de la cohérence de certains mouvements de personnages dans le parc. Alors là, enfin là, tu te poses... Alors déjà, je n'arrive pas à cerner la géographie de ce lieu. Ouais. En fait, c'est le gros problème, c'est qu'on a l'impression que les personnages vont soit trop vite, soit des fois qu'ils se posent de façon lente, soit des fois il y a des décors ou des situations où je sens que David Coep n'arrive pas à vraiment situer comment avancent les personnages. Et c'est vraiment dommage parce qu'en tant que spectateur, tu te retrouves à te dire, bah oui, mets-moi une carte, là j'arrive pas à cerner où est-ce qu'ils sont et comment ils arrivent là. Donc, Non mais complètement, genre t'as l'impression que c'est des biomes Minecraft, et du coup genre ils se baladent, genre ah là c'est le biome montagne, donc du coup il y a des ptérodactyles, là c'est le biome plaine, donc du coup là il y a des titanosaures, et là c'est le biome marécage où il y a des petits serpents un peu chelous. C'est ça, et t'arrives même pas en plus à resituer comment ils se retrouvent à la fin, parce que quand même, vu comment ils ont l'air de visiter l'île tout entière, bah, en fait, ils ont sauté quasiment au même endroit du bateau. Enfin, Mais oui, non, mais complètement. Mais après il y a aussi, du coup, sur ce côté-là, genre, tu vois, il y a la famille qui se dit, ah bah tiens, c'est une super idée, on va suivre les trucs de géothermique, etc. c'est ça. Alors que l'autre équipe, ils vont juste dans les biomes, et après, et à la fin, il fait, ah bah tiens, on est au même endroit. Oh, bah oui, Ah, mais vous êtes là! Oh, Teresa! Voilà, Vraiment, quoi. c'est bizarre, c'est chelou, c'est pas très bien écrit, comme vous l'aurez compris. Ouais, non, c'est pas fifou. En termes de mise en scène, donc Gareth Edwards, qui en est donc à son 4e film. Attends, Monsters, Godzilla, The Creator, je suis sûr que j'en oublie un au milieu. Pas Rogue One? Et Rogue One, 5e, Eh oui. 5e film, Rogue One, mais oui. En plus, c'est son meilleur, accessoirement, oui, donc bah c'est quand oui. même con. Gareth Edwards est un cinéaste de toute façon qui a toujours été fasciné par la grandeur. Et il suffit de voir qu'à mon avis, je pense que le côté amateur de Jurassic Park se ressent extrêmement dans son premier long métrage, où il filme quand même certes des extraterrestres, mais il les filme comme si c'était des dinosaures. On va pas se mentir. Je trouve que dans ce long métrage, on a un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'autant en un sens, il y a des moments où je retrouve réellement Gareth Edwards, et où je me dis « Ah !» Il filme très bien, encore une fois, le gigantisme et il arrive très très bien à mettre en scène les personnages dans ce biome. Et en même temps, je trouve qu'il est un peu limité.
Je trouve qu'à des moments, il n'arrive pas à pleinement construire son film comme il le voudrait. Et je ne sais pas si c'est la faute au producteur ou si c'est la faute à une certaine idée du film qui s'est fait ou du coup il a peut-être pas tout maîtrisé. Mais voilà, en même temps, j'ai vraiment envie de défendre son travail de metteur en scène parce que je trouve que là, il est vraiment, encore une fois, pleinement dans son élément et il arrive quand même à filmer avec beaucoup de justesse les décors. Et le travail autour des effets spéciaux est réellement impressionnant parce que là, on y croit et je trouve qu'il y a une cohérence dans la globalité du film qui fait que c'est vraiment bien fait et que tu ressors en te disant c'est impressionnant et ça marche. Et en même temps, il y a d'autres moments où je suis en train de me dire ça manque de punch, quoi. Ah oui, complètement. Mais en fait, je sais pas si j'ai beaucoup aimé la photographie ou la mise en scène, mais déjà, moi, je suis pas très. Alors, j'ai pas été très fan de The Creator, en tout cas dans ce côté-là. Moi, j'aime pas trop ce côté très lisse et Ouais. SF, vraiment un peu à la Denis Villeneuve, où c'est vraiment très. Enfin, tout ce qui est gigantisme et tout, moi, c'est pas des choses qui me parlent. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça ok, mais des fois, je me suis dit, mais putain, mais c'est vachement flou. Enfin, genre, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, dans les scènes de feuillage, de machin, etc., de marécage, j'étais genre. Mais attends, c'est un problème là. J'ai mal lavé mes lunettes, mince. Ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le film et je dis mais c'est bizarre parce que enfin, genre vraiment il y a plein de choses comme ça qui m'ont fait que ah mais j'ai un peu du mal à rentrer dans le film et même si en fait je comprends tout à fait que ça vraiment il y a plein de plans qui sont vraiment très jolis avec des titanosaures etc où c'est vraiment pour le coup bien foutu et même des fois t'as pas l'impression de regarder un film de dinosaures mais plus un film d'extraterrestres qui en période nuptiale etc. Bah là, j'ai pas été, enfin j'ai pas eu le wow que je peux avoir dans un Jurassic Park où en fait, typiquement la scène des titanosaures où en fait, tu vois, il enlève ses lunettes, il est comme ça, waouh. Bah je l'ai pas eu, j'ai pas eu cet effet où je me suis dit ah oui, là je suis en face d'un dinosaure et je me suis dit ah ouais putain c'est quand même pas mal. En fait, le seul truc qui fait que ça marche dans ce moment-là, c'est que il y a la présence de Loomis, qui lui Oui. est complètement surexcité parce qu'il touche un dinosaure. Mais c'est vrai que c'est le souci, je pense, c'est qu'il a réussi en partie, je trouve, dans sa mise en scène, à trouver le frisson. Mm, Parce que moi, personnellement, je l'ai eu le frisson, mais c'est peut-être combiné au fait d'amener le thème de John Williams à ce moment-là, de recréer un sentiment de nostalgie profond. Et là-dessus, je trouve que c'est peut-être un des plus intéressant travail de la part de Gareth Edwards, c'est que le travail nostalgique sur Convoquons les précédents volets, visuellement, il fonctionne assez bien. Beaucoup plus que, par exemple, que dans Jurassic World, que j'aurais tendance à préférer à Renaissance, mais où les hommages ou les clins d'œil sont parfois un peu lourds et voire limite maladroits. Je pense notamment à l'utilisation du thème justement de John Williams dans Jurassic World. ouais. C'est complètement Ah foiré, oui, c'est complètement. c'est à la limite du débile. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas. Là, pour le coup, c'est bien utilisé. Il y a plein de moments comme ça où on trouve qu'il y a quand même des petits clins d'œil. La fusée de détresse, par exemple, devant le Oui. direct, ça a un petit truc, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve qu'à plein de moments comme ça, j'étais en train de me dire, là, c'est des vraies bonnes idées. Là, au moins, on a un metteur en scène qui, au-delà d'être respectueux de l'univers de Jurassic Park, a aussi envie de convoquer les moments qui l'ont marqué et de le faire assez subtilement pour qu'on se dise, je vois le clin d'œil, mais je vois également un metteur en scène construire un moment où c'est lui qui donne un film qui lui ressemble, quoi. Et cette séquence, justement, avec ces énormes dinosaures qu'il arrive vraiment à filmer avec beaucoup de beauté, est également un clin d'œil à son premier film. Puisque la séquence de fin, c'était ça. C'était une séquence d'amour entre deux extraterrestres à hauteur d'humain. Et là, c'est exactement la même chose. Et j'ai trouvé ce clin d'œil assez subtilement amené et assez joli. Je t'avoue qu'il m'a beaucoup ému, mais je pense que personne ne va le capter quand ils vont voir le film, sauf ceux qui sont vraiment amateurs de Monsters. Mais quand tu le vois et que tu connais le cinéaste, tu fais, c'est beau. Ouais. Un metteur en scène qui décide de s'accaparer un univers qu'il a vu grandir et qui décide en plus d'y greffer quelque chose de son propre cinéma. À ce moment-là, je me suis dit, c'est anecdotique, mais ça a quand même quelque chose de beau. De réussir à voir un auteur s'accaparer un moment et de dire, je vais en faire le mien à 100% à part entière. Je trouvais ça classe. Ouais, je comprends, mais pour le coup, moi je l'ai pas. Enfin, en tout cas, il y a plein de trucs où je me suis dit, ça manque de quelque chose pour que je me dise, waouh, c'est des dinosaures. Genre, typiquement la scène de T-Rex où en fait ça reste la scène un peu iconique de toute la série où c'est le tyrannosaure qui est mis en avant, etc. Là, pour le coup, il est complètement mis de côté. On le voit juste sur une scène où il fait dodo. Et puis. Moi, il y a plein de choses comme ça qui me dérangent sur le fait de montrer des dinosaures, etc. Où j'étais, c'est un peu, enfin, j'aime bien, c'est sympa, c'est un peu raté, mais c'est un peu raté, quoi. J'ai bien aimé les parties où
il montre, vis-à-vis de Loomis, où il montre un peu les parties où ils sont en mode nature, où en fait il s'étonne à chaque fois, genre les spinosaures ou les trucs comme ça, où il se dit oh mon dieu, mais c'est comme ça marche comme ça, oh là, c'est génial. Et là, pour le coup, après, dans le sort de danger, j'ai pas eu de frisson, j'ai pas eu de danger où je me suis dit ah, là, ils sont morts, quoi. Ouais. J'ai pas eu le moment où, typiquement dans Jurassic Park 1, où il bouffe les chiottes, où il renverse le camion, etc. Bah, j'ai pas eu ce moment de frisson où je me suis dit, ah, bah Ils là, sont en danger. genre là, ils sont en danger, ah, là, bah là, vous êtes dans la merde, vous allez crever, quoi. Et même avec le Direx, la nouvelle version du tyrannosaure modifié, ça, je ne l'ai pas eu, vraiment, qui pourtant a une gueule vraiment dégueulasse, je n'ai pas ressenti ce frisson où je me suis dit ah putain c'était sympa. Alors que pourtant dans les jeux, c'était Jurassic World 2 il me semble, ou je sais plus, où pourtant cette approche d'un peu horrifique du tyrannosaure, je trouve, des dinosaures, je trouvais ça ultra intéressant et vraiment très sympathique. Et pour le coup c'était vraiment peut-être un côté qui n'était pas non plus très poussé dans Jurassic Park. Bah là pour le coup je n'ai rien ressenti du tout. Alors moi j'avoue que la séquence de fin elle m'a quand même foutu un peu les frissons, mais je pense que c'est plus dû au design en fait du Direx que réellement à la scène et à la manière avec laquelle c'est construit. De manière globale je suis assez d'accord avec toi, en fait le truc c'est que, sans vous spoiler, il y a des gens qui meurent, vous vous en doutez, disons qu'en fait Gareth Edwards a énormément de mal à rendre impactante leur mort. Et ça fait qu'il y a des moments où c'est plus de la fascination sur les dinosaures et eux, que réellement sur l'humain qui malheureusement est décédé face à ces dinosaures. Et c'est peut-être le plus gros point noir qu'on peut lui reprocher au niveau de la mise en scène, c'est que l'impact émotionnel, il est rarement présent. Mais ça, je pense encore une fois que c'est plus dû à la manière de poser les personnages de David Coeb que réellement à sa mise en scène, qui cherche quand même à constamment replacer les humains au sein de tout ça. Et par exemple, tu vois, il y a des vrais moments de bravoure où je me suis dit, en termes de pur rythme et de mise en scène, ça fonctionne super bien. Par exemple, la course-poursuite en bateau avec le dinosaure, je trouve qu'elle est hyper efficace et elle a vraiment quelque chose de très intense et qui plus est, moi ça me fait beaucoup rire parce qu'on dirait vraiment un clin d'œil aux Dents de la Mer. Et Un tout petit peu. bah c'est oui, vrai. mais du coup ça m'amuse beaucoup parce que je me suis dit putain le gars il a quand même réussi à caler non seulement un clin d'œil à son propre film, mais en plus le mec il va vraiment te dire il est pas mal le Jurassic Park de Spielberg, mais les Dents de la Mer c'était bien mieux. Et je trouve ça amusant de se dire qu'il a le côté ludique de, en tant que cinéaste, à aller vraiment loin dans l'hommage. Et certes, c'est peut-être juste une scène anecdotique et il y en a plein qui vont se dire ouais, bon, oui, un petit peu, pourquoi pas. Mais ça m'a amusé. Je me suis dit vraiment, ah tiens, là, c'est quand même un petit truc, un petit trait d'identité qui fait qu'on se dit, le film tire son épingle du jeu. Et tu vois, c'est pour ces petits moments-là, ces petits moments de frisson, juste de ressenti, où je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de voir un cinéaste vraiment s'amuser avec un univers, qui fait que, même si je défends le Jurassic World de Colin Trevorrow, je trouve que Colin Trevorrow s'amusait moins que là, ici, où Gareth Edwards, on sent, s'éclate beaucoup plus à convoquer ces modèles et à dire, ah, j'ai envie de leur rendre hommage, quoi. J'ai envie de me faire plaisir, en même temps de leur donner un bon moment de cinéma où ils vont se dire, ah, j'ai compris l'univers, quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est cet équilibre finalement qui a fait que je ressors du film en me disant bah, peut-être que l'écriture est foirée et que ça pèse sur les épaules de Gareth Edwards, mais au moins Gareth Edwards essaye constamment de ramener le bateau sur le bon chemin et de se dire on peut réussir à tenir la barre et on peut réussir à porter le film et à lui donner un truc qui va faire que les gens quand ils vont sortir de la salle ils vont se dire on a passé un bon moment. Tout simplement peut-être, c'est peut-être ça. Casting. Oui. Alors, casting. Bon, je pense que ça va être rapide parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs finalement dans ce film. C'est assez léger. Oui, non, c'est En vrai. tout cas, d'acteurs qui restent vraiment à l'écran. Déjà, on va citer toute cette petite famille donc, qui est composée de Manuel Garcia Rulfo, de Luna Blaise, de David Yocano et de Audrina Miranda. Les quatre sont bien sans être forcément détonnants. Disons que, typiquement, David Iacono, qui joue donc Xavier, le Ganjaman de la troupe, est typiquement le genre de personnage Spielbergien qui peut rapidement être insupportable. C'est-à-dire que c'est le comic relief, et au bout d'un moment, ce comic relief peut vite devenir un peu bête. Oh, oui. Heureusement, il a une évolution qui permet de sauver un petit peu cette barre, et ça fait que il s'en sort plutôt bien. Moi, j'avoue que c'est surtout Manuel Garcia Rulfo que j'ai le plus retenu, donc il joue le père. Bah oui, et puis la petite fille aussi. Et puis la petite fille, avec donc Dorothée. Audrina Miranda, qui est,
Tout à fait. C'est une petite idée amusante. Oui, c'était mignon. Après, dans les rôles vraiment tertiaires qu'on peut vaguement retenir, on a Philippine Velge, Béchir Sylvain et Ed Skrein, qui jouent donc les 3 acolytes de la troupe principale. Les Français. Oui, on va les appeler comme ça, parce que franchement, je vois pas d'autre moyen de les appeler. Ensuite, nous avons Rupert Friend, qui joue donc Martin Krebs, le responsable du labo pharmaceutique, qui a vraiment la gueule du... qui a une bonne gueule du méchant, ouais. Qui me rappelle beaucoup le personnage du méchant dans le monde, le monde perdu. Oui, c'est vraiment ça, il a vraiment un peu la même gueule, le même type de physique, et vraiment insupportable. Donc nous avons Jonathan Bailey dans le rôle de Dr Henry Loomis. Jonathan Bailey, dont j'ai un peu découvert l'existence parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ce mec-là, mais que je le trouve très charismatique. Ouais, il est cool. Vraiment, et j'ai très hâte de le voir dans d'autres films. J'ai trouvé très classe et je trouve qu'il a vraiment quelque chose. On a donc Mahershala Ali dans le rôle de Duncan et Sky Johansson dans le rôle de Zora. Mahershala Ali est bien. Je trouve vraiment bon. Bon. Il a son petit côté flegme avec ce sourire si charmeur, moi que je trouve extrêmement élégant et qui fonctionne extrêmement bien. Scarlett Johansson est bien, mais m'a pas surprise en fait. Je trouve elle est un peu, enfin, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je trouve qu'elle est un peu en mode Osef. Genre elle est contente d'être là, mais elle s'en bat un peu les couilles. J'ai complètement eu ce sentiment aussi, surtout dans la scène où Duncan et Zora discutent là, où je me suis dit, mais en fait elle joue pas, elle parle, enfin genre vraiment elle fait zéro effort, enfin je sais, non mais c'est très bizarre, c'est très bizarre. C'est très bizarre cette impression où t'as l'impression qu'elle ne joue pas du tout pendant le film. Et du coup t'es là, ok, du coup ça, le personnage il te paraît un peu froid, enfin je sais pas, genre même à la fin je me suis dit, je me suis dit, en fait Zora est cool mais on s'en fout, elle est vraiment plan-plan. Ouais. Et c'est bizarre parce que pourtant Scarlett Johansson c'est quand même une très grande actrice, elle l'a déjà prouvé par le passé, elle continue de le prouver. Mais alors là c'est bizarre, c'est... Je sais pas, est-ce qu'elle est lassée de tourner dans des blockbusters? Est-ce qu'elle en a marre de faire des projets comme ça? Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a toujours dit et crié haut et fort qu'elle adorait Jurassic Park et qu'elle avait hâte de tourner là-dedans, tout comme Mahershala Ali, tout comme Rupert Friend ou Jonathan Bailey. Donc c'est un peu bizarre de l'avoir dans cette position-là. Ouais. Disons qu'elle se fait complètement voler la vedette par Jonathan Bailey. Ah oui, non, mais là, Jonathan Bailey, lui, il est là. Et il est vraiment là, quoi. Quand je vous dis que c'est Sam Neill qui rencontre Jeff Goldblum, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mix entre les deux jeux d'acteurs qui fonctionne extrêmement bien et qui a des moments qui sont vraiment à mourir de rire, quoi. Quand il explique vraiment que les dinosaures, ils ont survécu je ne sais combien d'années, et que nous, ça fait à peine 200 000 ans qu'on est sur Terre et qu'on n'a encore rien fait et que un rien pourrait nous buter ou alors qu'on s'entretue. J'étais en train de me dire... Hey, c'est Jeff Goldblum, ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, Ian Malcolm? Enfin, sors de ce corps. Et il y a ces petits moments de fulgurance où je me suis dit, toi, tu vas aller loin, et toi, les gens, ils vont vraiment te retenir. Autant Scarlett Johansson et Mahershala Ali, les gens vont se dire, ouais, bon, on les connaît, ils sont là. Toi, tu vas aller loin. Toi, on va vraiment te retenir et tu vas vraiment percer derrière. Toi, on va te retrouver dans tous les blockbusters d'ici 10-15 ans. On va faire une overdose de Jonathan Bailey. Tu es le futur Chris Pratt, mon gars. C'est foutu. C'est fini, c'est terminé. C'est sûr. En plus, il a vraiment la tête de l'emploi. Enfin, genre vraiment, c'est le Chris Pratt du film. Et pour le coup, je trouve qu'il passe vraiment très bien. En paléontologue un peu fou et Jeff Goldblum qui vraiment il passe super bien. Alors quel côté, en fait il vole la vedette, je trouve, complètement à tous les autres personnages du film. C'est ça. Où Scarlett Johansson est vraiment très très en dessous de ce qu'elle donne habituellement. Duncan il est très cool, mais bon après du coup sa trajectoire dans l'histoire fait que tu te dis que c'est... Il n'y a pas besoin de trop de développement, quoi. Oui, voilà, en fait, c'est juste le monsieur muscle. Ouais, c'est ça, c'est le mercenaire typique, quoi. C'est vraiment le mercenaire typique. Par contre, j'ai bien aimé, moi qui aime pas trop l'acteur, celui qui joue Acta, ou je sais pas, enfin, le mercenaire qui décède tout de suite. Oui. Celui-là, c'est comme... c'est Ed Skrein. Il me semble que c'est lui. Et du coup, moi je l'aime. Je suis pas très fan de cet acteur. J'étais bien content de le voir partir à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, très bien. Lui, il va pas faire tout le film. C'est super. Mais sinon, en vrai, à part ça, en fait, je trouve que le jeu d'acteur correspond à peu près à l'écriture du film. Où en fait, vu que l'écriture de film est vraiment pas fifou, en fait, le jeu des personnages ensuite, notamment, je pense à la famille, en fait, c'est ok plus, mais ça rapporte, c'est ok quoi. On va sans doute se souvenir de Bailey et de Thérèse, enfin de la petite fille avec son petit dinosaure, mais c'est tout quoi. Ouais. C'est le grand risque, hein, malheureusement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retires de Jurassic World de Renaissance ou Rebirth? Eh bien, je vais arrêter de manger des Snickers. Déjà.
déjà, À côté d'un ventilateur. à côté d'un ventilateur. Qui pourrait faire exploser mon travail. Exactement. Honnêtement, je ressors du film en mode, c'était sympathique à regarder. Peut-être un poil long pour ce que le film raconte, mais c'est complètement dispensable. Ça a le mérite d'être clair. Non, je serais plus positif en disant que quand même c'est un bon divertissement devant lequel vous risquez de passer un bon moment, mais par contre je rejoins Maël sur le côté on s'en souviendra pas dans quelques années. Je pense que malheureusement, même si le film a l'air de plutôt bien marcher au box-office, on va pas se mentir, c'est typiquement le genre de long métrage où c'est vraiment un roller coaster. C'est un vrai roller coaster à sensations, ça fonctionne bien sur l'instant, c'est bien emmené surtout par un réalisateur qui y croit, parce que honnêtement, quand on voit la qualité de jeu de certains acteurs et quand on voit le script qui par moments est complètement aux fraises, on peut réellement se poser une question sur l'investissement qu'ont pu avoir certaines personnes sur ce projet. Quand on voit l'investissement qu'a mis Gareth Edwards, ça nous donne envie d'aimer le film, ça nous donne envie de le porter, ça nous donne envie de l'apprécier. Est-ce que ça nous donnera envie de le faire durer sur le temps? Je suis pas sûr. Donc Jurassic World Renaissance de Gareth Edwards, tout de même, si vous avez la curiosité ou si vous voulez passer un bon petit moment de frisson durant cet été, allez-y, pourquoi pas. Peut-être que ça pourra vous plaire, sait-on jamais. Ouais. Merci mon cher Maël. Mais merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère vite. Tu le dis J'espère bien aussi, comme mais bien d'habitude. sûr, comme d'habitude. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Les gars, l'appelez pas Jurassic World Renaissance. Appelez-le Jurassic Park Renaissance. Ça sert à rien, il n'y a rien avec Jurassic World. C'est Jurassic Park Renaissance. Ça n'a rien à voir avec Jurassic World. Pardon, c'était mon coup de gueule. Et accessoirement, Et il n'y a pas Blue. Elle est où Blue? Pardon. et accessoirement, je ne sais pas si Gareth Edwards l'a fait exprès, mais je trouve que le T-Rex ressemble beaucoup au monstre dans Star Wars 6. C'est un putain de beluga avec Aussi. des pattes.